14 juin 2018. Oussama Ammar, le fondateur et associé de The Family, la société d'investissement iconique des startups françaises depuis 2013, est condamné par la justice française. L'Express titre « La face cachée d'un gourou de la tech » et annonce sa condamnation pour détournement de fonds. L'hebdo va même plus loin, en questionnant le passé trouble d'Oussama et la condamnation de ses frères pour trafic de drogue au Brésil. Le reste de la presse enchaîne. Le Monde, le Journal du Dimanche affichent tous Oussama comme un gourou. À travers ces articles, ce n'est pas seulement le cofondateur de The Family qui est ciblé, mais l'entreprise elle-même et son mode de fonctionnement atypique. Dans ce premier épisode, je vous raconte la folle aventure de la création de The Family, une société d'investissement anti-système avec des fondateurs qui ressemblent à des personnages de romans. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Broa, je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. Si Oussama Ammar est abasourdi par les articles de presse, son entourage l'insiste à ne pas se laisser abattre. Ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Je t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors tu dis, écoute, ce qui se passe, c'est que j'ai des regrets profonds et je veux m'excuser. Et Balthazar, il me dit, t'as qu'à faire un email, excuse-toi auprès de la team et on passe à autre chose. J'ai commencé à... Il me dit, fais un putain d'email. Dis à tout le monde dans la team que t'es désolé. Explique ta version des faits. Et puis on passe à autre chose. Ok, très bien. T'as fait une erreur. Et maintenant, cette erreur, on la paye tous. On est dans le même bateau. De toute façon, même s'ils investissent pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On a un plan B, on a un plan C, on a un plan D. Dans le milieu feutré de la finance et celui moins feutré des startups, de nombreuses voix s'élèvent pour enfoncer Oussama et The Family. L'écosystème se gausse même de la situation. Pourtant, les soutiens de la première heure, son équipe et d'autres figures même de l'entrepreneuriat se rassemblent autour de lui et lui apportent leur soutien. Xavier Niel, par exemple, coutumier des articles incendiaires à son encontre, lui envoie un message de soutien. Oussama n'a jamais senti un niveau d'amour aussi fort. C'est le niveau d'amour qu'il y a eu à The Family. Genre, j'ai reçu des messages d'entrepreneurs, mais invraisemblables, quoi. De gens qui se sont dit, ok, là, ce qui se passe, c'est grave, là, on est attaqué. Et la troisième chose, c'est quand j'ai vu les entrepreneurs aller se bastonner, mais vraiment, des gens, tu vois, il y a eu une scène très publique sur LinkedIn où un VC a dit drogue, manipulation, je ne suis pas étonné. Tu vois, un VC français. Quand tu vois que le top 10 du portefeuille de The Family lui est descendu dessus en commentaire public avec une violence hors du commun, tu te dis putain, les gens ils t'aiment. Dans les faits, la start-up Bisport pour laquelle il a travaillé en 2011 le poursuit pour abus de confiance, faux et usage de faux. La veille du procès qui se tient le 14 juin 2018, la partie civile se désiste. Oussama Ammar est finalement condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Le seul fait retenu contre lui est l'établissement d'une fausse facture de 5 000 euros, tandis qu'il est relaxé des accusations de même nature portant sur un montant de 89 449 euros, on est précis. Il n'empêche, le mal est fait. The Family, qui a été créé il y a 5 ans à peine, vit une de ses crises les plus graves. Cette crise révèle 2 choses. The Family, on aime ou on déteste, très clivant, et beaucoup de gens attendent surtout, dans l'ombre, sa chute. Alors oui, la culture de The Family est unique et parfois ressemble à une secte. Alors oui, Onuma, responsable, parle d'un culte de la personnalité autour d'Oussama. Oui aussi, The Family s'est mise à dos de nombreux acteurs, qu'ils soient financiers, institutionnels ou journalistes. Il est vrai qu'Oussama, à longueur de vidéos, insulte tout ce petit monde. En véritable show businessman, il sort du politiquement correct et enchaîne les provocations. BPI est toxique, les banques sont toxiques, les aides de l'État sont toxiques. C'est un écosystème très très compliqué de rester concentré parce qu'on a encore des institutions qui font faire des business plans. On a encore des institutions qui demandent des dossiers interminables.
On a encore des institutions qui reçoivent des gens alors qu'ils ne devraient pas être reçus. On a encore beaucoup d'investisseurs de seconde zone qui ont beaucoup de temps libre et qui donc passent beaucoup de temps avec beaucoup de gens en sachant pertinemment qu'ils investiront jamais dedans, plutôt que leur dire non, parce que tout simplement ils doivent justifier leurs revenus et leur salaire. Donc par définition... Sans parler, comme on l'entend à l'instant, des fonds d'investissement. The Family ne ressemble donc à aucune des sociétés d'investissement. Des chats sur un site, des vidéos avec des centaines de milliers de vues, 3 jeunes fondateurs que rien ne rapproche. Le milieu coincé de la finance se retrouve chamboulé par cette arrivée et surtout par cette réussite insolente. Mais d'où vient ce trio aussi improbable? Qui sont-ils vraiment? « 2012, Nicolas Collin, 34 ans, énarque, a lancé une start-up en marketing qu'il vient de quitter. Son entreprise n'a pas fonctionné et il a réintégré le moule de l'administration. Il cherche néanmoins à revenir dans l'entrepreneuriat sous une autre forme. Il commence alors à rencontrer pas mal d'acteurs et tombe sur Oussama Ammar, avec lequel il a un actionnaire en commun. Le courant passe aussitôt entre les deux hommes, il s'ensuit une série de déjeuners où ils débriefent sur leurs expériences d'entrepreneurs au café des éditeurs près d'Odéon à Paris. Les deux hommes font un constat. Ils ne sont pas faits pour devenir entrepreneurs. On s'est rendu compte qu'on n'était pas fait pour être entrepreneur. La seule manière de rester dans l'entrepreneuriat, c'était de se lancer dans l'investissement. Et de conclusion, on a vraiment fait une série de déjeuners à l'époque pendant plusieurs mois. On se retrouvait une fois par semaine au café des éditeurs près d'Odéon. On avait 2 conclusions en fait. La première conclusion, c'est qu'on n'était ni l'un ni l'autre vraiment fait pour être entrepreneur. Parce que... Il faut dire d'ailleurs qu'Oussama Ammar sort aussi d'une expérience compliquée d'entrepreneuriat. Libanais d'origine et installé en France depuis l'âge de 8 ans, il a déjà créé 3 entreprises. Et la dernière s'est soldée par un échec puisqu'il s'est fait débarquer par ses actionnaires. L'aventure hippiose terminée, il passe 2 ans dans la Silicon Valley entre 2010 et 2012 et alterne les allers-retours entre Paris et San Francisco. Ses débriefs avec Nicolas Collin sont riches et les 2 hommes s'entendent et intellectuellement à merveille. Ils sont alignés sur le principal problème de l'écosystème entrepreneurial français. Il est toxique et il est temps de faire quelque chose. En parallèle, Oussama Ammar rencontre alors Alice Zaguri, qui dirige le camping, un accélérateur de start-up à Paris. Fascinée par le personnage, elle lui propose de devenir mentor de ses start-up. La rencontre avec Alice signe le début de l'aventure The Family. Alice Zaguri, 26 ans, a lancé auparavant donc l'accélérateur de la Silicon Sentier, une association soutenue par la mairie dont l'objectif est d'accompagner 12 startups pendant 6 mois avec du mentoring, de la formation et du partage. Expérimenter et tester des choses. Et en fait, si tu veux, ce que je vais comprendre, parce que je copie-colle un modèle un peu bêtement qui est celui de Y Combinator, enfin en regardant de l'extérieur ce modèle, mais j'ai pas compris en fait le modèle. Tu changes pas, tu crées pas un écosystème innovant, dynamique, aussi fou que la Silicon Valley, juste en recréant de manière un peu artificielle les batchs de start-up. Donc moi, j'ai vraiment fait la requête tous les 3 mois. Néanmoins, Alice reste frustrée, car les seuls investisseurs qui s'intéressent aux startups, ce sont des investisseurs institutionnels et rendent de ce fait les agendas du camping très politiques. Tout change lorsqu'elle rencontre Oussama en 2012, que OneFit, une de ses startups, lui a conseillé de rencontrer. OneFit lui vend Oussama comme un excellent mentor pour les startups dont elle a la charge. Elle essaye de le contacter, mais visiblement, Oussama s'en fout. Qu'importe, après des semaines de harcèlement, elle finit par obtenir un rendez-vous et c'est le coup de foudre professionnel. Oussama se révèle un excellent mentor et les startups entrepreneurs en résidence, je crois que c'est plus adapté, et les startups se bousculent au portillon pour se faire conseiller par lui. Son impact sur les startups est immédiat. Mais Oussama, nourri par ses conversations avec Nicolas Collin, essaie de faire comprendre à Alice que son modèle n'est pas durable. Les intérêts entre le camping et les startups ne sont pas alignés. Une des premières idées d'Oussama à l'époque d'ailleurs est de renverser le rapport de force entre startups
et fonds d'investissement, les startups cédant beaucoup trop de capital à de mauvais fonds, selon lui. Finalement, fin 2012, il revient vers Nicolas Colin lors des déjeuners débriefs et lui annonce qu'il a trouvé ce qui va devenir le modèle de The Family. Investir de petites sommes et accompagner des startups en échange de parts dans l'entreprise. Mieux, il lui annonce qu'il a trouvé la personne pour gérer cette organisation avec eux, Alice Zaguri. Oussama fait alors le lien avec Alice qui a déjà pris sa décision de partir du camping et lui explique ses idées. Il est temps d'être plus radical. Si on veut changer l'écosystème entrepreneurial, il faut quitter l'environnement public. Les 3 partenaires actent la création de leur entreprise fin 2012, puis partent à Berlin début 2013 dans une sorte de voyage initiatique où ils élaborent leur manifeste. L'accompagnement, l'éducation et la création d'une communauté d'entrepreneurs sont autant de thèmes qui sont abordés dans ce manifeste qui est d'ailleurs écrit en anglais. Pendant ce séjour, ils trouvent enfin le nom de la société. The Family, tout attaché. Et on est à Berlin, je me souviens au moment où on se dit, comment ça s'appelle, on brainstorm, et puis on était à la mafia, le clan, non, c'est trop méchant, c'est pas ça, c'est pas nous, il faut de la bienveillance, à l'intérieur, ça doit être excluant, incluant, t'es dedans ou t'es pas dedans, mais à l'intérieur, il y a des belles valeurs. C'est The Family, voilà. Puis Nelly Zaguri, la sœur d'Alice, qui est artiste et graphiste, crée le logo de The Family. Vous savez donc le fameux phénix et non pas l'aigle, dans un style art déco hyper coloré avec des chats. Un nom, des fondateurs, un manifeste et des valeurs, un logo. The Family est donc prêt au décollage en mars 2013. Mars 2013 donc. L'aventure commence. Pour The Family, la structure est créée. Leur première action avec leur logo et le manifeste, c'est quoi? Ils envoient un mailing de masse à tous leurs contacts, LinkedIn et Gmail. Je crois qu'on peut plus trop le faire aujourd'hui, enfin surtout avec LinkedIn. Salut! The Family veut résoudre un problème. La France est toxique pour les entrepreneurs. On veut amener de l'éducation, des outils et du capital à 100 startups par an. Les réactions ne se font pas attendre. Ils reçoivent en réponse autant de mails d'injures que de soutien. Très vite, les premières startups se manifestent après plusieurs partages sur Facebook. En quelques semaines, ils ont 300 candidatures. Derrière ce beau discours, en 2013, The Family, c'est avant tout un canapé et des moments d'éducation avec Oussama, des entrepreneurs de passage. Tout se construit au fur et à mesure. Quand on a lancé The Family, la première semaine, on a eu 300 applies. Il y avait Alice, moi et Nicolas dans un appart où, en clair, je crois qu'il n'y avait même pas de meubles et le chauffage, il ne marchait pas et on recevait les enfants. Puis, c'est la première levée de fonds. Un premier round de 300 000 € avec des business angels et notamment Marc Ménassé, entrepreneur reconnu. Les fondateurs sont tellement convaincants que même leurs avocats décident de mettre au pot. Ils s'installent alors dans l'ancien appartement de Véronique Sanson et Pierre Palmade dans le 3e arrondissement, qui fera office de bureau. Alice chine chez Emmaüs des meubles pour équiper l'appartement, recrute la toute première stagiaire Erika et Nicolas, alias Chouchou, qui a déjà bossé avec elle au camping. Le tour est joué, The Family est lancé. Ils sont alors prêts pour la première des nombreuses fêtes de The Family, la pendaison de crémaillère. Des fêtes qui feront partie intégrante de l'image de marque. Très vite, le bouche à oreille est bon. Les startups qui fuient les accélérateurs classiques rejoignent The Family en échange de 1% de la boîte. À l'été 2013, The Family compte près de 30 startups. TV Showtime, Storms, Algolia, Expenly, Bunker, Air Detox, Jam, Star of Service. Ils organisent même un séminaire dans un château pour célébrer les premières victoires de leurs startups qui reçoivent un totem pour chaque levée de fonds. Pour se faire connaître, ils lancent alors une série d'événements, les Barbares Attaques. Ils y parlent de tous les secteurs d'activité qui seront disruptés par la révolution digitale et les GAFA, RH, immobilier, finance, conseil, et créent même un jingle dédié pour cette série. Ces conférences gratuites leur permettent d'asseoir leur notoriété.
Et elles marchent tellement bien qu'ils doivent s'associer alors avec des écoles pour les héberger. Au-delà des événements, un des piliers de The Family est la culture de la fête. À The Family, on fait la fête et c'est une façon unique et simple de se rencontrer. Ils ont même un slogan pour ça. Partying is a serious matter. D'ailleurs, la plupart des choses qu'ils écrivent sont en anglais, hein. Ils pensent déjà à international. C'est d'abord Oussama qui cuisine pour les startups dans l'appartement du 3e, puis les soirées et les dîners vont s'enchaîner. La plupart des témoignages d'ailleurs de startups convergent dans ce sens. Ils ont vécu des moments inoubliables pendant ces fêtes. Et d'ailleurs, autour d'un verre, ils ont souvent fait des rencontres qui ont changé leur trajectoire et celle de leur startup. Partying is a serious matter. On réussit une, puis deux, puis trois. Et tu fais ça comment alors toi? La fête. La fête. On fait beaucoup de fêtes à The Family. On a même un poster qui dit Partying is a serious matter. Ça fait partie. Puis c'est un moment de partage, c'est un moment de générosité, c'est un moment de bonne vibe, c'est un moment de. Il faut. Fin 2013, plus de 100 startups ont rejoint The Family. Si la fête est un sujet sérieux pour The Family, c'est un problème réel pour les voisins et les propriétaires. Plaintes, lettres d'avocats se multiplient. Il faut partir, début 2014. Début de 2014 d'ailleurs marque un véritable tournant dans l'histoire de The Family, avec la découverte d'un lieu mythique, rue du Petit Musc, et la révélation du charisme d'Oussama sur YouTube. « 20 février 2014, Paris, rue du Petit Musc, 4e arrondissement. Alice visite avec Chouchou un lieu de 1200 m². Évidemment trop grand pour leurs besoins, mais ils veulent cet endroit. Le propriétaire, un vieux monsieur, est séduit par le discours d'Alice. Une école pour les entrepreneurs. Malgré la faiblesse du dossier, ce vieux monsieur choisit The Family, qui fait un chèque sans provision pour garantir le lieu. Bah oui, ils n'ont pas encore d'argent. Le lieu est magnifique, avec son immense verrière et son style art déco qui colle à l'esprit The Family. Très vite, la rue du Petit Musc va devenir le navire amiral qui va légitimer toutes les actions de The Family, des événements au dîner en passant par l'hébergement de certaines startups. Le problème ? The Family n'a plus d'argent en ce début 2014 et doit trouver une façon de payer son loyer faramineux, environ 25 000 € par mois. Il faut donc trouver de l'argent et vite. C'est à ce moment-là que les conférences filmées mi- et fin 2013 commencent à avoir du succès sur leur chaîne YouTube. Et cet ADN, il provient d'où ? Il provient des fondateurs. Créer une boîte, c'est comme créer un enfant. Il y a des choses qui sont innées, il y a des choses qui sont acquises. Oussama passe particulièrement bien en vidéo. Il enchaîne punchline et histoire avec une facilité déconcertante. Leur chaîne YouTube accumule plus de 300 000 vues. Un succès d'envergure pour une chaîne YouTube cette année-là et surtout sur ce créneau-là. Oussama, Nicolas et Alice ont alors un déclic. Pour payer leurs dépenses, ils lancent un MBA des entrepreneurs. Ça sera coup d'état, une formation sur 3 mois pour 2500 € avec un rendez-vous tous les samedis. Après un scrapping de Com Courteau, leur nouveau stagiaire grosse croissance pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, ils réussissent à vendre plus d'une centaine de places. 250 000 € rentrent alors d'un seul coup dans les caisses. Coup d'état leur permet aussi d'identifier des entrepreneurs de talent. La boucle est bouclée. Courant 2014, après 2 sessions de 3 mois, ils transforment Coup d'état en version en ligne au prix de 500 € par personne. Il faut dire qu'Oussama en a un peu assez de répéter la même chose à longueur de samedi, ou même à longueur de vidéo. Toutes les vidéos de Coup d'état sont alors filmées et la célébrité d'Oussama décolle vraiment en 2014. Grosse, pricing, rôle du CEO, tous les sujets de l'entrepreneur sont traités. Le roi de l'histoire et du storytelling a un talent inné pour captiver les foules et les entrepreneurs passent leur journée à écouter Oussama sur YouTube. Il est même reconnu régulièrement dans la rue, comme le raconte Alice. Surtout Oussama, la star, hein. C'est Oussama la figure connue. Et quand tu vois les
Quand ils se baladent dans la rue parfois et qu'il y a des gens qui nous arrêtent pour nous dire merci, les mails les messages d'amour que je reçois, et puis même des gens dans le fin fond de la France qui me disent 2014, The Family accompagne alors plus d'une centaine de startups et il manque cruellement de ressources pour cet accompagnement. Oussama Ammar recrute alors Balthazar de Lavergne, qu'il drague depuis quasiment 6 mois. Balthazar, ce pur produit de l'élite française passé par Sciences Po et Polytechnique, vient d'échouer après 2 ans avec sa startup accompagnée par The Family. Il deviendra un des directeurs de The Family et un pilier dans l'accompagnement des startups. En parallèle, The Family crée toute une série d'événements comme Pitch Don't Kill My Vibes pour aider les entrepreneurs à affiner leur pitch ou Sisterhood pour aider les femmes à se lancer dans la tech. On est toujours sur des tomes anglais comme vous l'avez remarqué. The Family devient quasiment une société d'événementiel avec plus d'une centaine d'événements organisés par an à partir de 2014. Ils reçoivent même Emmanuel Macron le 27 juillet 2015 dans leurs locaux. Oussama déclare alors « Avec la loi Macron, vous avez fait l'une des meilleures lois pour les startups ». Alors cette sympathie avec Emmanuel Macron va un peu leur coûter, notamment en termes d'inimitié. Malgré le succès de Coup d'État, la question de l'argent reste permanente pour The Family. Ils n'ont jamais plus de 3 mois de cash. Et il faut pourtant s'y atteler, car chaque mois, c'est la survie de The Family qui est en jeu. Merci. Merci d'avoir écouté l'apprenti et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.